de la, OK, de la cybersécurité. Donc, globalement, la cybersécurité peut être définie, on va dire, comme un ensemble de moyens mis en œuvre pour assurer la protection des systèmes d'information, des données d'une organisation. En fait, il s'agit de protéger un certain nombre d'éléments. Et lorsqu'on parle de cybersécurité, il faut avoir à l'esprit trois éléments majeurs, on va dire trois piliers majeurs. Le premier, c'est le niveau organisationnel. Donc, lorsqu'on parle d'organisation, on parle de tout ce qui est mis en œuvre, toute la gouvernance, tout ce qui est défini comme document de travail, comme on peut le voir, on va dire, dans certains domaines. OK. Au niveau de la cybersécurité, on peut passer par une politique de sécurité. Donc, la politique de sécurité va définir les règles et les éléments à respecter pour garantir la sécurité. Donc, il s'agit d'un document qui est à l'endroit de tous les agents d'une entreprise. Donc, c'est un document dans lequel ça peut constituer, on va dire, c'est une sorte de constitution ou bien une sorte de truc qui permet à chaque agent d'une entreprise de savoir en réalité qu'est-ce qui est attendu de sa part pour garantir la sécurité. Ensuite, il y a aussi tout ce qu'il y a comme comitologie, donc tout ce qu'on a comme comité d'organisation pour parler des sujets de la cybersécurité. Et l'élément suivant, donc après tout le volet organisationnel, c'est la technologie. On parle de sécurité du système d'information, on parle de cybersécurité, on parle alors de système d'information, on parle de données. Et ces éléments s'appuient sur des technologies. Ça peut être des serveurs, ça peut être des ordinateurs portables, ça peut être des téléphones pour lesquels, on va dire, on peut avoir des faiblesses. Donc, parler de cybersécurité, c'est protéger aussi ces équipements-là par lesquels le système d'information est véhiculé. C'est aussi connaître, on va dire, les faiblesses de ces systèmes-là pour voir dans quelle mesure on est en mesure d'apporter des corrections à travers des correctifs qui sont donnés par des constructeurs ou qui constituent en fait des mesures de réduction des risques. Et le troisième élément, qui n'est pas le moindre, mais qui est aussi le plus important, c'est l'humain. C'est l'humain parce que la plupart des attaques cybersécurité passent par les hommes. C'est un email qui a été envoyé, qui contient un lien et c'est une personne qui va cliquer sur le lien et qui pourrait exposer, on va dire, l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle adresser, on va dire, la cybersécurité, c'est aussi adresser tout le volet sensibilisation et des agents, on va dire, des employés que des clients parce qu'on a de grands risques qui peuvent être liés à la fuite de données. Donc, il faudrait que les employés d'une entreprise sachent quelles sont les bonnes pratiques à avoir, quels sont les bons usages à pouvoir, on va dire, garder à l'esprit, de sorte à ce qu'ils puissent véritablement avoir les bons réflexes. Les sensibilisations aussi permettent de connaître les différents risques auxquels on peut être exposé et savoir comment agir. Voilà. Super, merci. Alors, pour être sûr que vous voyez bien la présentation, hein, là, on est sur la slide liée au risque cyber. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien la troisième slide? Non, on est sur de la cybersécurité à la cyber-résilience. OK. Là, c'est bon, oui. Et est-ce que vous pouvez passer en mode plein écran? Oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, on avait fait avancer. Là, c'est bien sur les risques cyber? Exactement. OK, super. Ben, désolé, ben, je reviens rapidement. Voilà la première slide, niveau de l'introduction qui a été présentée par Amor avec les trois piliers organisationnels, technologiques et humains. Là, maintenant, je vais aborder les risques cyber. Vous voyez bien la slide? Oui. OK, super. Tu Alors, peux te mettre en mode plein écran? c'est le cas. D'accord. OK. Dans le mode diaporama. C'est un mot plein écran, non? Vous le voyez ou pas? Non, non. Là, c'est... En fait, on voit on va dire, Les commentaires? pas le commenter, je sais pas comment ça s'appelle là. Les Les notes. diapos à côté. Voilà, les notes à côté. Ouais. OK. Les notes, le ruban aussi. Comme ça, c'est bon ou pas? Bon, après, c'est visible, hein. Après, c'est visible.
En Donc, fait, si vous êtes on va sur deux reprendre. écrans, peut-être que c'est sur l'autre écran que ça affiche en plein écran. Si On a, Seul on a pris un seul écran volant pour ça. Ok, je reprends, j'arrête le partage et je reprends, ça va être plus simple. Ok, juste D'accord. une seconde, je coupe le partage. Et puis aussi, ici, votre caméra, là, votre arrière-plan est flouté, donc ça fait que vous deux, souvent, vous n'apparaissez pas. Donc, On je ne va sais se pas comment mettre. vous pouvez faire. Ah ouais. Ça On- vous on- rapprochez de Ça, plus. c'est mieux, on se voit. celui qui parle sera en face de la caméra, c'est pas grave. Allez, j'annule. On fait un test là rapidement. OK. Et puis, on s'assure que le partage est bon. Allez, tac. Ou pire, je partage sur l'écran. Écoute. Allez, fenêtre. Tac. On va partager tout l'écran. On va pas, comme ça, au moins, on est sûr que ça marche. OK. On ne voulait pas le faire. Mais vous me dites si vous voyez. Normalement, vous devez voir tout l'écran. Allez. Là, c'est mieux ou pas? Oui, oui, oui. Ah, c'est bon. Là, c'est mieux. OK. Ben, on va partager tout l'écran. Et là, les slides défilent bien. Oui. OK, super. Bon. Alors, après la présentation des trois piliers en fait, sur lesquels, autour desquels en fait, s'articule la cybersécurité, je vais énumérer rapidement les différents risques cyber. D'accord? On définit un risque en fait en étant la probabilité qu'un événement se produise. Globalement, en fait, on va dire qu'il y a des menaces. Il y a des menaces. On a notre SI, notre système d'information qui est là. Et malheureusement, notre système d'information, il a souvent des vulnérabilités, des failles. Donc, le risque, en fait, c'est la probabilité qu'une menace, qu'elle soit clairement identifiée ou pas, vienne en fait exploiter une vulnérabilité de notre système d'information pour causer, on va dire, des dommages. D'accord? Et les différents risques vont tourner autour de trois critères de sécurité. Ces risques-là vont venir pour atténuer l'un de ces trois critères. Les critères sont, généralement, on utilise l'acronyme DIC en français pour disponibilité, intégrité et confidentialité, en anglais AIC. Okay? La disponibilité étant en fait la capacité pour une ressource, une donnée, une application, un site internet, peu importe la ressource, la capacité pour cette ressource-là à être accessible au moment voulu, à un moment souhaité. Là, concrètement, j'ai envie de faire un achat sur un site de commerce en ligne. Je tape amazon.fr pour ne pas le citer. Il faut qu'à ce moment-là, j'ai accès à cette ressource-là. Si l'accès n'est pas garanti, n'est pas fait, donc il y a un problème de disponibilité. Le deuxième volet, c'est l'intégrité. Donc, l'intégrité, c'est la capacité pour une donnée à être la même entre son envoi et sa réception ou pendant son stockage. Concrètement, je prends un autre exemple. Je fais un virement à Moussa Bamba, je fais un virement de 10 000 euros. Il faut bien que ces 10 000 euros-là, ils arrivent sur le RIB de Moussa Bamba que j'ai communiqué et non sur le RIB de Sandrine Guesson, par exemple. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait une altération de cette donnée-là. Dans tel cas, on aurait dit que l'intégrité a été compromise. Et le troisième élément, la confidentialité, qui est la capacité pour une ressource à être accessible uniquement aux personnes autorisées. Concrètement, on a une réunion du comité exécutif. Il faut que seulement les personnes du comité exécutif ont accès à cette réunion-là, ont accès aux données, aux comptes rendus. Une structure va collecter nos données, de données à caractère personnel, par exemple. Il faut que ces données-là soient accessibles uniquement par cette structure-là et qu'elles soient utilisées on va dire, pour le but pour lequel elles ont été collectées. Sinon, il y a une faille sur la confidentialité si ces données sont exposées ou elles sont consultables ou elles sont divulguées à une population qui n'était pas censée y avoir accès. Donc, toutes les attaques que je vais présenter par la suite, rapidement, les types d'attaques que je vais présenter et des exemples concrets vont venir en fait pour altérer l'un de ces trois critères de sécurité. On va commencer par un type d'attaque que vous connaissez certainement, les ransomware. Alors, les ransomware, en fait, en quoi ils consistent? Des hackers vont venir, ils vont entrer dans le système d'information et leur but sera de bloquer les différentes données dont on dispose. Donc, ils vont chiffrer ces données-là
et on n'aura plus accès à ces données. En contrepartie, ils vont nous demander de payer une rançon pour pouvoir avoir accès à ces données. Nous donnerons une clé pour déchiffrer, pour récupérer nos données. D'accord? J'ai mis là quelques exemples d'attaques ransomware qui ont eu lieu. Alors, on a la société Garmin qui a été attaquée il y a quelques années, 2 ou 3 ans de cela. Alors, officiellement, la société n'a pas payé de rançon, ça c'est officiellement, mais officieusement, elle est passée par un intermédiaire pour payer plusieurs millions de dollars pour avoir accès à ces données. D'accord? Il y a aussi, plus près de chez nous, il y a un groupe Ghost Local 2.0 qui a mené une attaque sur plusieurs structures en Afrique du Sud et en Égypte. Là aussi, c'est le même principe. Les données ont été verrouillées, les entreprises n'avaient plus accès à leurs données et on leur a réclamé des rançons qu'elles n'ont pas payées. Donc, ça, c'est le premier type d'attaque, les attaques ransomware. Ensuite, on a les attaques qui consistent à exfiltrer les données. En avril dernier, il y a eu une attaque qui s'est passée au Maroc. Le CNSS au Maroc, qui est l'équivalent de la sécurité sociale au Maroc, il y a eu une fuite de données. En fait, des hackers se sont introduits dans le système d'information et ils ont extrait plusieurs données sensibles d'environ 2 millions ou 3 millions de travailleurs marocains, parmi ces données-là, il y avait les pièces d'identité, des informations sur leur identité et aussi les fiches de paie. Donc, concrètement, on savait combien, combien les gens gagnaient et ça créait pas mal de désordre au Maroc. Et aussi au Kenya, on a eu pareil des données qui ont été exfiltrées, qui, elles, ont été vendues sur le dark web, je pense, pour environ 100 000 $. Le troisième type d'attaque que je vais présenter rapidement, c'est les attaques DDoS. En gros, les attaques DDoS, le principe, c'est de compromettre, en fait, de rendre indisponible un service. Concrètement, le pirate va s'appuyer sur des bots, c'est-à-dire des machines qui sont un peu au travers d'Internet, et il va usurper l'adresse de la cible pour que toutes les requêtes, les réponses des différentes requêtes qu'il fera vont toutes être ciblées vers cette cible, vers l'objet de l'attaque. Le résultat sera le suivant, c'est que ce trafic illégitime va venir, on va dire, empêcher le trafic légitime de venir après, parce que voilà, toute la bande passante sera vraiment saturée. Et là, on a l'exemple de Enea au Cameroun, qui est la société d'énergie qui a été victime de cette attaque-là. Et aussi le groupe Anonymous Soudan qui a lancé pas mal d'attaques contre des opérateurs télécoms en Ouganda. Je vais terminer rapidement par les attaques de type ingénierie sociale. Bon, on a le phishing que vous connaissez. Hein. Vous avez tous reçu un mail vous disant que les impôts vous donnent, je sais pas moi, 500 €. Vous avez une prime ou un SMS qui dit que voilà, vous devez payer un PV. Il y a tellement d'arnaques de phishing de ce type-là. Et aussi, on a ce qu'on appelle l'arnaque au président qui consiste, ou au faux ordre de virement, en fait, qui va consister pour le hacker. Il va rentrer, en fait, dans le système. D'abord, il commence par faire de l'ingénierie sociale. Il va voler soit des credentials. Et une fois qu'il a accès au système d'information, il va observer le comportement et différents virements qui sont réalisés et il va émettre pas mal de virements en modifiant en fait les RIB, les destinations. D'accord? Concrètement, on a la Banque centrale d'Ouganda qui a été attaquée, qui a été l'objet de cette attaque-là et elle a perdu de mémoire, je pense, autour de 16 millions de $. Et puis aussi Flutterwave, qui est une entreprise au Nigeria qui a aussi fait l'objet de cette attaque-là. Alors, là, globalement, j'ai présenté quelques types d'attaques et des exemples concrets pour dire que voilà, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit dans le privé, dans le public, qu'on soit en Afrique, en Europe, en Inde, partout, on peut être la cible de cette attaque-là. Bon, vous avez tous reconnu, il y a quelques mois, il y a une dame qui s'est fait arnaquer, Anne, par un faux Brad Pitt qui lui a volé près de 800 000 €. Donc voilà, c'est des exemples qui sont dans notre quotidien et tout le monde, nul n'est à l'abri des différentes attaques. Alors, merci Mike pour la présentation de ces attaques. Maintenant, la question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est comment se préparer? Comment se préparer pour réagir ou comment se préparer pour éviter
l'impact, on va dire, élevé de ce type d'attaque. Globalement, on a voulu, dans le cadre de cet exercice-là, faire un rapprochement entre les 3 piliers que nous avons définis précédemment et les éléments de préparation pour réduire en fait l'impact et aussi réduire notre surface d'exposition au risque. Globalement, il faut, dans un premier temps, on va dire, mettre en place tout ce qu'il y a comme documentation, tout ce qu'il y a comme procédure à respecter au sein de l'entreprise pour permettre à ce que l'organisation puisse structurer véritablement sa gestion du système d'information, établir des fiches de contrôle, des plans de contrôle pour garantir que, en fait, les faiblesses identifiées sont traités. Dans un second temps, il est important, côté technologie, d'utiliser, on va dire, des équipements qui sont testés. Parce qu'on peut acheter des équipements qui peuvent contenir ce qu'on appelle des portes dérobées, ce qu'on appelle des backdoors. On l'a vu, on va dire, récemment, on va dire, avec le système géopolitique, on va dire actuel, entre le Liban et Israël, où des beepers ont été utilisés pour mener des attaques. Donc, il faudrait qu'on s'assure que toute technologie qui est utilisée au sein d'une organisation, tout équipement informatique qui est utilisé au sein d'une organisation est testé déjà au départ, on va dire, de son usage, mais aussi on applique, on va dire, les correctifs lorsque des vulnérabilités sont identifiées. Donc, il est important de pouvoir faire de la veille technologique. Donc, faire la veille technologique, c'est dans un premier temps connaître, on va dire, l'ensemble de son parc informatique. Donc, lorsqu'on connaît l'ensemble de son parc informatique, on connaît le type d'équipement qu'on a. Donc, on sait s'abonner sur, on va dire, des sites pour avoir les informations s'il y a des vulnérabilités concernant, on va dire, les équipements dont on dispose. Et l'élément qui vient après, c'est surtout la formation des équipes et la sensibilisation du personnel. Les menaces évoluent, les types d'attaques évoluent, elles sont de plus en plus sophistiquées et la formation doit se faire de façon continue et régulière. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation où on estime qu'on a formé le personnel, où on a sensibilisé le personnel et c'est suffisant. Non, il faut le faire à une fréquence régulière, il faut le faire avec une périodicité, de sorte à ce qu'on puisse de plus en plus être armé pour faire face, on va dire, aux éventuelles attaques auxquelles on pourrait être exposé. Alors, donc je laisse Mike pour la suite. Allez, Sandrine, tu voulais dire un mot là-dessus? Oui. Merci déjà pour cette première partie qui rappelle un peu justement les principes de la cyber, en fait, sécurité et ces 3, je dirais, critères, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On a bien compris finalement que c'est l'un de ces 3 critères-là qui va être attaqué. Et les exemples que vous avez montrés le montrent assez bien. Et ce que vous dites, et ce qu'on entend en fait, c'est que finalement, ces choses-là sont peut-être déjà en place, mais elles ne sont pas suffisantes. Ça veut dire que quelque part, mettre en place des éléments de cybersécurité pour empêcher les attaques, c'est très bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, il faut forcément quelque part pouvoir aussi réagir, pouvoir aussi savoir comment se comporter au fait. Si toutefois, avec tout ce qu'on a mis en place, l'attaque arrivait quand même à se produire. Et donc, on rentre dans le cas maintenant de la cyber-résilience. Donc, concrètement, en fait, on imagine que l'attaque s'est produite. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut mettre en place des choses pour pouvoir toujours continuer à ce que notre organisation puisse fonctionner? Merci Sandrine. Effectivement, aujourd'hui, la certitude, c'est qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une cyberattaque. Une entreprise est attaquée pas parce qu'elle ne dispose pas, on va dire, de compétences ou elle ne dispose pas d'infrastructures. Toute entreprise peut être attaquée, mais aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est pas quand est-ce que l'entreprise sera attaquée, c'est surtout comment l'entreprise sera capable de réagir au cas où elle est attaquée. Et la cyber-résilience aujourd'hui se positionne comme un élément stratégique clé parce que en fait, elle permet de dire que l'entreprise a une certaine maturité parce que lorsqu'elle est attaquée, elle a un certain nombre de choses. Donc, globalement,
en termes d'introduction, ce qu'on peut dire sur cette cyber-résilience, c'est véritablement cette capacité-là d'une entreprise à minimiser en fait l'impact d'une cyberattaque. Donc, lorsqu'elle est attaquée, qu'est-ce qu'elle a mis en place qui lui permet en fait de rapidement circonscrire l'impact, on va dire, de cette attaque-là et comment est-ce qu'elle réagit pour continuer à opérer globalement et à délivrer de la valeur. Alors, pour mettre en place, on va dire, de la cyber-résilience, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une préparation qu'il faut faire, mais surtout une organisation. Une organisation parce que, comme on le dit souvent, la guerre se prépare en temps de paix. C'est lorsqu'on n'est pas attaqué qu'on a la latitude de mettre en place le dispositif, donc à travers l'organisation, de voir dans quelle mesure on peut disposer d'un budget, dans quelle mesure on peut mettre en place une cellule de crise, comment est-ce qu'on va recruter ou comment est-ce qu'on va sélectionner les personnes qui vont faire partie de cette cellule de crise, quel type de partenariat on est en mesure de mettre en place. Donc, généralement, il y a des partenariats de retainers, c'est-à-dire des entreprises qui sont, on va dire, un peu comme des pompiers, donc qui vont, mais sur le volet cybersécurité, avec lesquels certaines entreprises contractualisent, qui fait que lorsque vous êtes attaqué, elles peuvent intervenir autant sur la partie investigation ou autant sur la partie gestion de crise cyber. Il y a aussi dans l'organisation le volet mise en place documentaire, les fiches réflexes qu'il faut mettre en place, les fiches des scénarios, tout ça qu'il faut mettre en place. Et dans la partie préparation, lorsqu'on a alloué le budget, lorsqu'on a identifié les personnes qui sont à mesure de constituer la cellule de crise, lorsqu'on a élaboré les documents, on doit faire des tests de résilience cyber. Donc, ces tests de résilience cyber doivent être des sortes de déroulés d'exercices cyber qui ont été établis sur, on va dire, des types d'attaques qui sont connus. Donc, soit par des concurrents qui ont été victimes de cette attaque ou certains organismes à travers le monde donc, ont été victimes de l'attaque. C'est-à-dire, cette attaque a eu lieu sur une entreprise. Au cas où c'était à notre niveau, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Et puis, c'est ces tests-là qui seront faits. Donc, sur cette base-là, on verra comment est-ce que l'entreprise réagit, qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer lorsqu'on a fait les tests, quelles sont les anomalies qu'on a identifiées, quels sont nos points de faiblesse, quel est notre niveau de réactivité et comment l'exercice de crise est tenu, comment les réflexes des équipes sont faits et tout ça. Et globalement, c'est des exercices qui doivent se faire de façon périodique, des tests de réalisation annuels qui doivent être faits et globalement aussi, les personnes qui constituent cette cellule de crise-là doivent aussi être formées. Quel est le rôle? Et ça passe que ce soit aux équipes opérationnelles, aux équipes tactiques et aux équipes stratégiques. Donc, le top management doit savoir quelle est l'attitude d'un comité de direction en temps de crise, quelles sont les réactions qu'ils doivent avoir, comment communiquer avec la presse, comment gérer la communication en temps de crise. Donc, tous ces aspects-là concourent véritablement à présenter en fait ce niveau de résilience-là pour les équipes. Alors, l'un des éléments importants pour la cyber-résilience, c'est ce qu'on appelle la cyberassurance. D'accord? C'est le même principe en fait que les assurances auxquelles on souscrit. Donc, concrètement, on va contracter une assurance cyber auprès d'un organisme d'assurance de la place qui, en fait, va nous aider à réduire les pertes en cas de cyberattaque, concrètement, d'une manière financière, hein, tout simplement, en prenant en charge une partie des pertes que l'entreprise aura. Et aussi, ces organismes de cyberassurance-là, ces organismes-là permettent en fait de bénéficier d'un accompagnement, que ce soit pour la communication à adopter, que ce soit pour toute la partie juridique. Donc, on n'est pas seul en temps de crise, on est accompagné, on est épaulé et cette aide-là est vraiment précieuse parce qu'en temps de crise, généralement, voilà, c'est un peu la panique. Et lorsqu'on est mieux, on est préparé à l'avance, évidemment que pendant la crise, voilà, il y a la pression, on n'est pas dans les mêmes conditions que pendant les tests, mais au moins, le fait d'avoir fait les tests en amont, ça permet d'être un peu d'un système de rodage. Comment on souscrit à une cyberassurance? Voilà, on se rapproche de l'assureur et puis, en fait, il y a des conditions d'éligibilité. Et l'assureur, en fait, il peut demander de faire un audit ou
d'avoir accès au dernier audit qui a été fait sur le système d'information pour connaître plus ou moins voilà, le niveau de maturité cyber de l'entreprise qui s'apprête à couvrir pour voir quel sera le tarif et puis quel sera le domaine qui sera couvert en cas d'attaque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les cas ne sont pas pris en compte par les assureurs. Par exemple, si il s'agit d'une attaque interne, donc une attaque perpétrée par un collaborateur de l'entreprise, vu que c'est une attaque interne, donc c'est quelqu'un qui avait accès au SI, qui a des crédentials valides et tout, ces aspects-là ne sont pas pris en compte par certaines assurances. Et aussi, lorsque la cyberattaque est la résultante, on va dire, d'une défaillance de l'organisation de l'entreprise. Concrètement, l'entreprise est responsable de faire les mises à jour, de faire les maintenances de ses équipements. Donc, si une cyberattaque s'est produite parce que un logiciel donné ou une application ou un système n'a pas été correctement maintenu, n'a pas été mis à jour, dans ce cas, la faute relève de, voilà, émane, on va dire, de l'entreprise. Dans ce cas-là, l'assurance ne prend pas en charge. Donc, voilà, les assurances cyber existent, mais il faut que l'entreprise, la structure, un minimum, on va dire, de protection qui va garantir, en fait, l'accompagnement en cas de crise cyber. Alors, donc, globalement, ce qu'on a vu, on a parlé de cyber-résilience, on a vu qu'il y a aussi le volet cyberassurance qu'il faut prendre en compte globalement par rapport au contexte et au niveau, on va dire, de l'entité. Ce qui est intéressant de voir, on va dire, dans cette slide, c'est un peu la situation en Afrique. On a parlé de cybersécurité, on a parlé de cyber-résilience. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait en Afrique et quelle est l'attitude en fait des pays africains? Quelles sont les initiatives qui sont aujourd'hui sur le continent? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas homogène, comme on peut le constater. Chaque pays, en fonction de son niveau de développement, en fonction de son niveau d'avancée en matière d'économie numérique ou de digital, a en fait le niveau de sécurité aussi en termes de sophistication qui est apporté parce qu'il y a un lien de corrélation entre le développement technologique et aussi le développement au niveau de la cybersécurité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains pays, on va dire, où il y a vraiment des avancées majeures. On peut les citer notamment le Maroc, on peut citer le Kenya, on peut aussi citer le Ghana ou même le Nigeria. Après, en Afrique francophone, on va dire en Afrique subsaharienne francophone, on a aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a l'ANSSI qui a été créé récemment et qui commence à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Au Bénin aussi, on a l'ANSSI. Donc, toutes ces initiatives-là, on espère que dans les mois, dans les années à venir, il y aura cette dynamique-là. Donc, il y aura, comme on l'a vu, le budget, il y aura, on va dire, des décisions politiques qui mettront en fait la cybersécurité véritablement au cœur du développement, de sorte à ce que toute la valeur créée, tout le business créé n'est pas, on va dire, ne soit pas mis à mal sur la base d'une fuite de données ou sur la base, on va dire, d'une cyberattaque qui pourrait bloquer, on va dire, les opérations au niveau des pays. Voilà. Alors, juste au niveau de l'organisation et de la maturité, plusieurs éléments en fait sont pris en compte pour classer, on va dire, le niveau d'évolution cyber, bon, numérique globalement, mais cyber en particulier d'un pays. On va regarder l'aspect organisationnel. Donc, concrètement, c'est quoi? Est-ce que le pays dispose, on va dire, d'une stratégie nationale de cybersécurité? Premier élément. Est-ce qu'il y a une agence dédiée aux questions de la cybersécurité? Et est-ce que voilà, cette agence-là a les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle a le budget, elle est indépendante, elle peut recruter les personnes qualifiées et tout. Le deuxième volet qu'on regarde aussi, c'est l'aspect, on va dire, réglementaire. Est-ce qu'il y a une loi sur les questions du numérique? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'on demande à ce que les entités critiques soient résilientes?
On a aussi le côté, on va dire, coopération. D'accord? On sait tous que on ne vit pas d'un environnement clos. Donc, quels sont les échanges, quels sont les partenariats que ce pays-là a tissés avec ses voisins, avec d'autres pays? Il y a aussi l'aspect capacité de développement. Concrètement, c'est quoi? C'est euh, quel est le niveau de sensibilisation, le niveau de formation sur les questions de cyber. Est-ce que à l'école primaire, au collège, on aborde cette thématique du numérique-là? Quel est le niveau, on va dire, voilà, de pénétration de ces questions du numérique-là? Et dans certains pays, on pousse un peu plus loin avec, par exemple, on va dire, une loi sur l'utilisation du numérique par les mineurs. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont observés, qui sont regardés pour pouvoir classer les différents pays. Autant en Afrique, voilà, on a des pays, comme on l'a cité tout à l'heure, qui ont une maturité, on va dire, cyber, c'est-à-dire ils ont tous ces éléments qui sont en place, ils ont le contrôle, ils ont la vérification. Euh, Autant, malheureusement, il y a des pays qui sont un peu plus en retrait, mais dans lesquels il y a des initiatives qui sont prises pour pouvoir avancer. Voilà. Les gouvernants font le nécessaire, mais bon, vous savez on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ben, pour avoir une maturité cyber ou avancer dans le numérique, ben, il faut financer, il faut des projets, il faut former. Et c'est seulement par ces moyens-là que l'Afrique pourra, on va dire, suivre le train de l'évolution, dans le domaine du numérique en tout cas. Alors, globalement, voilà les éléments. On va terminer par une petite conclusion quand même. Oui, merci, Michael. Alors, voilà, nous sommes, on va dire, à la fin de notre exposé, de notre échange. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, il faut déjà parler de cybersécurité. Il faut déjà assurer la sécurité. Il faut s'appuyer sur ces piliers-là, connaître en fait ses faiblesses, les renforcer. Mais il faut aller au-delà parce qu'il faut parler de cyber-résilience parce que c'est ça qui est le véritable enjeu. Et cette cyber-résilience-là s'appuie sur un certain nombre de choses. Et comme on l'a expliqué, il y a des initiatives au sein de l'Afrique, il y a des choses qui sont faites et nous souhaitons véritablement que ces initiatives se poursuivent de sorte à ce qu'on puisse véritablement, dans tout ce volet de transformation, développement du digital, on puisse garantir la confiance numérique et le développement, on va dire, de nos infrastructures et la protection des données, on va dire, de nos utilisateurs. Donc, je vais laisser la main. Voilà. Merci à moi. Voilà, au terme en fait de cette présentation-là, la première chose, c'est qu'on a essayé volontairement de la rendre un peu plus. On a essayé d'utiliser le moins possible de termes très techniques, voilà, pour éviter pas de vous endormir, mais voilà, avoir une présentation, on va dire, un peu fluide, un peu homogène. Mais voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et puis on se fera le plaisir de vous les présenter, d'y répondre, pardon. Mais globalement, voilà, là, il y a la cybersécurité, il y a la cyber-résilience et derrière, voilà, il y a des initiatives qui sont prises dans nos pays pour être sur le train du numérique. On a le Cyber Africa Forum qui commence dans quelques jours, justement, qui fait partie des nombreuses initiatives qui sont prises pour essayer d'avoir une Afrique, on va dire, mature, résiliente, avec la protection de nos infrastructures critiques. On a l'ANSI en Côte d'Ivoire qui a été mise en place il y a quelques mois. On a au Bénin, il y a toute une politique pour tout ce qui est relatif au numérique. Et aussi, ce qui est très important de savoir, c'est que on doit mettre en place beaucoup, beaucoup de formations dans les écoles. On doit augmenter la culture cyber dans nos environnements parce qu'aujourd'hui, voilà, la digitalisation est partout et plus on va plus vite dans la digitalisation, plus on sera exposé aux risques cyber et puis mieux on sera préparé, on sera sensibilisé, on sera formé, on pourra y faire face. Donc, merci pour votre attention et puis Sandrine, je te laisse la main pour relayer les différentes questions auxquelles on se fera le plaisir d'y répondre. Ok, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. On est un peu plus clair, vous faites sur simplement la cybersécurité, la cyber-résilience. Et j'espère que vraiment, déjà, au niveau des participants,
la différenciation et puis les principes qui composent les deux sont un peu plus clairs. Je pense que votre conclusion se suffit en elle-même. Donc, je vous propose donc de commencer donc la partie des questions. Et oui, on a quelques questions. La première, au fait, c'est la question de Georges qui demandait, est-ce qu'il y a un équivalent de la NIS 2 en Afrique? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, NIS 2, c'est une loi européenne qui vise justement à uniformiser pour certaines entités, pour certaines organisations, au fait, la posture cyber. Donc, c'est des règles qui vont s'appliquer finalement à toutes les entreprises et toutes les entreprises majeures. Donc, est-ce que finalement en Afrique, on peut deviner déjà peut-être la réponse, mais s'il n'y en a pas encore, est-ce qu'il y a peut-être des initiatives de NIS 2 qui commencent à prendre forme en Afrique? Alors, malheureusement, on ne peut pas aligner l'organisation de l'Europe actuelle en Afrique. En Europe, on a l'Union européenne qui va mettre en place des normes qui vont derrière être déclinées par les différents pays, l'ANSSI, parmi lesquels il y a DORA qui concerne le secteur financier. On a aussi NIS 2. Mais derrière, en Afrique, il n'y a pas encore l'équivalent, pour parler simplement, parce que NIS 2, ça va parler des entités essentielles, après des entités importantes, les domaines d'activité. Il n'y a pas l'équivalent, on va dire, en termes de normes, mais certes, dans les différentes stratégies, on va dire, nationales, la plupart des aspects de NIS 2, c'est-à-dire l'identification des entités essentielles, les domaines d'activité les plus importants, comment ils doivent être gérés, comment ils doivent être résilients, ces aspects-là sont pour la plupart pris en compte dans les stratégies, mais malheureusement, il n'y a pas l'équivalent. Alors, je voulais peut-être ajouter à ce que Michael a dit. Il y a en fait des initiatives, mais qui sont nationales. Alors, par expérience, je me souviens qu'au Ghana, où j'ai eu à exercer, il y a en fait cette directive-là qui adresse en fait, on va dire, les entreprises de services essentiels. Donc ça, on l'a constaté au niveau du Ghana et au niveau même aussi de la RDC. Donc c'est une initiative, aujourd'hui, ils ne sont pas au stade où ils contrôlent, où ils font des tests, où ils donnent en fait des trucs. Là, c'est vraiment un début qui est fait. Donc c'est comme ça dans certains pays où il y a ces initiatives-là, mais il n'y a pas quelque chose de global, on va dire à ma connaissance, qui est adressé à l'échelle de l'Afrique. Mais chaque pays, on va dire, à son rythme, le fait. Donc, par l'exemple du Ghana ou de la RDC que je connais bien. D'accord, merci. Donc, on note effectivement qu'il y a quelque chose qui est en place, mais qui est effectivement, comme je le disais, déjà un peu disparate. Donc, une question dans la même veine, mais qui se différencie un peu, mais je trouve assez intéressante, une question d'Emmanuel qui demandait, est-ce que finalement, par rapport au référentiel, est-ce qu'on a des référentiels qui seraient propres à l'Afrique? C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, au niveau des référentiels, comme tu le disais, Michael, par rapport à Nice 2, c'est des principes qui sont peut-être vrais pour tout le monde. Mais s'il y aurait des spécificités, finalement, qui seraient peut-être propres à l'Afrique, et qui ne pourraient pas forcément s'appliquer en Europe, mais donc où ces agences nationales-là devraient donc les rajouter parce que c'est vraiment par rapport au contexte africain. Par exemple, quand on prend l'exemple du mobile money, qui est beaucoup plus, je dirais, au fait, développé en Afrique, est-ce que finalement ça inclut des spécificités qui devraient être dans les référentiels de sécurité? Oui, en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, la sécurité doit se voir, on a dit sur trois piliers, mais sur deux aspects. Un aspect holistique et un autre aspect contextuel. Holistique parce que globalement, des baselines de sécurité, on peut les avoir un peu partout. Les bonnes pratiques, c'est un peu ça. Mais contextuel parce que les réalités sont différentes. En Afrique, par exemple, on est beaucoup plus porté sur le mobile money. Donc, on pourra avoir beaucoup d'attaques sur le mobile money qui aura peut-être beaucoup plus d'impact en Afrique plutôt que en Europe. Donc, la sécurité, elle doit être vue de manière contextuelle. Donc, adapter, on va dire, les programmes de sécurité, les programmes de protection aux réalités et contextes africains permettront, on va dire, d'avoir une meilleure efficacité. Voilà, donc c'est vraiment, on gagnerait à le faire. Donc, beaucoup plus sur le mobile money, beaucoup plus sur les données aujourd'hui, plutôt que voilà, en Europe avec d'autres réalités. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire. Donc, global et contextuel. Alors, un autre élément, en fait, c'est que là où les différentes normes, les différentes directives en Europe vont, dans un premier temps, être divulguées pour application par les différentes entités. Et derrière, il y aura le contrôle, hein, parce que il y a ce côté contrôle. Hein, comment on peut adapter ces éléments-là au contexte, c'est beaucoup plus
dans la formation et dans la sensibilisation. Concrètement, lorsqu'on identifie pour un pays donné les principales attaques ou les principales attaques, la campagne de sensibilisation qui sera faite sera axée sur ces éléments-là, d'accord? Pour permettre aux populations, aux entreprises de pouvoir mieux se préparer et puis de reconnaître en fait ces attaques lorsqu'elles viendront. Mais sinon, d'une manière globale, d'une manière générale, que ce soit les attaques, les cibles, les attaques sont les mêmes. Et on vit dans un monde, on va dire, connecté. Avec les VPN, on peut usurper les adresses IP. On peut être en Afrique et se faire passer pour quelqu'un, un site qui est hébergé à l'autre bout du monde. Donc, globalement, les attaques sur Internet, elles sont orientées vers tout le monde. Donc, les bases de sécurité sont les mêmes. Donc, il faut se protéger, il faut mettre de pare-feu, mais c'est dans la partie formation et sensibilisation qu'on pourra adapter, on va dire, au contexte pour que les personnes qu'on sensibilise, le public, connaissent les attaques dont ces personnes-là peuvent être la cible. Ok, merci messieurs. Une autre question, un peu plus, je dirais, d'un point de vue de définition, il y a quelqu'un, Longo, qui demande la différence finalement entre la notion de menace et de risque. Ok. Alors, on va prendre un exemple concret. On va prendre un exemple concret. Une menace, c'est un acteur ou un élément qui peut venir nous attaquer. Moi j'habite dans un appartement par exemple, un voleur, d'accord, ça peut être une menace. Ok. Dans mon appartement, je peux avoir des vulnérabilités. Par exemple, j'habite en rez des jardins et j'ai ouvert ma fenêtre n'est pas fermée. Donc, c'est une vulnérabilité. La possibilité qu'un voleur rentre chez moi, ça, c'est le risque. D'accord? Mais la menace, c'est le voleur. La vulnérabilité, c'est ma fenêtre qui est ouverte. Donc, le risque, c'est le vol. Donc, si moi, je ferme bien ma fenêtre, je mets un antivol, quelle que soit la menace, si je me suis protégé, le risque, je l'ai réduit en fait quand j'ai fermé la vulnérabilité. Donc, la menace, concrètement, en termes cyber, ça va être les hackers, ça va être tous ces éléments-là. Et le risque, c'est la possibilité que la menace puisse exploiter une vulnérabilité de mon système pour pouvoir causer un dommage. Ce dommage-là, il peut être une exploitation de mes données, une mise en disponibilité de mon service. Bon, je vais essayer de prendre un exemple simple et on va sortir de la sécurité. Peut-être que ça permettra de comprendre. On suppose qu'on a un chien qui est dans une cour. OK? Donc, le chien, c'est la menace, mais le risque, c'est la morsure. C'est la morsure du chien. C'est-à-dire le chien va mordre quelqu'un. Alors, donc, si le chien qui constitue la menace est dans une cage, on n'aura pas le risque de morsure parce qu'on a cette menace-là qui est cloisonnée quelque part. Mais la morsure, c'est vraiment le risque. Et la menace, c'est le chien qui pourrait mordre. Donc, la différence, c'est celui qui va faire le mal, c'est lui qui est la menace. Et le mal, lorsqu'il arrive, c'est ce qui est le risque. Voilà. Je vais essayer de prendre un exemple qui sort même de l'informatique pour permettre à la personne de comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Amor. Je pense que c'est toujours très intéressant, effectivement, d'avoir à faire un exemple dans le domaine et puis aussi une analogie qui permet vraiment pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces thèmes-là de aussi pouvoir se retrouver. Il y a des gentils chiens, hein, ce n'est pas tous les chiens qui mordent. Bien sûr, je pense que là, c'est le cas des chiens particuliers. Alors, du coup, on va continuer toujours sur les questions avec une question par rapport à la cyberassurance. Est-ce qu'aujourd'hui, la cyberassurance, elle est, je dirais, en guillemets, assurée en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, par exemple, francophone, de façon générale, il y a des sociétés qui sont prêtes à assurer certaines entreprises? Et finalement, quels sont leurs critères ou bien quels sont leurs prérequis? Vous avez déjà commencé à le dire, mais quels sont les prérequis pour pouvoir donc apporter cette solution-là aux sociétés en Afrique, généralement, peut-être aussi en Afrique de l'Ouest en particulier? Oui, en fait, les principales sociétés d'assurance proposent des assurances cyber. Bon, il y a divers noms, hein, ça s'appelle souvent assurance informatique, assurance, mais globalement, c'est le même principe. En gros, vous allez souscrire à cette assurance-là et lorsque vous avez une cyberattaque, d'accord, l'assurance va prendre en charge
plusieurs frais. Donc, ça existe. Bon, il y a NCA qui propose ça. Il y a pas mal de sociétés en Afrique qui proposent comment dire, c'est la cyberassurance. Maintenant, le deuxième volet, c'était les critères, c'est ça? Oui. En fait, en gros, qu'est-ce que, par exemple, ces cyberassurances vont décider de couvrir comme risque? OK. Je termine vite fait. Ok, vas-y. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est comme les assurances qu'on va contracter, en fait, soit pour l'appartement, soit pour le véhicule, hein. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de voir quelle est la maturité, en fait, de la cible, d'accord? La maturité cyber, OK? Et en fonction de la maturité cyber, c'est-à-dire après avoir vu l'audit, est-ce qu'il y a des failles dans le système et tout, elle pourra demander d'abord que voilà, ces failles-là soient corrigées, d'accord, avant d'assurer. Et puis, elle va assurer certains points. Les cyberattaques, comme je disais, les attaques internes ne sont pas prises en compte. Donc, l'un de vos collaborateurs mène une cyberattaque, ben, l'entreprise, malheureusement, elle ne va pas prendre ce cas-là en compte. Si la cyberassurance, pardon, si l'attaque a eu lieu et est liée à une défaillance de votre système d'information, une faute de votre part, ben, l'assurance ne va pas couvrir. Donc, c'est comme dans une assurance normale, mais il y a plusieurs cas pour lesquels, si la faute vous incombe, ben, vous ne serez pas couvert. Et puis, quand c'est vraiment une cyberattaque, un malware ou un organe, une équipe internationale qui est connue, qui a attaqué plusieurs systèmes en même temps, et c'est sur un élément qui, on va dire, une attaque sophistiquée, votre entreprise, elle ne pouvait pas se protéger. Dans ce cas-là, l'assurance va vous accompagner, elle va prendre en charge les frais, que ce soit, bon, normalement, elles ne sont pas chargées, elles ne sont pas censées vous aider à payer les rançons, mais bon, quand vous avez des frais, que ce soit des frais d'avocat, si par exemple, la cyberattaque a entraîné une fuite de données et que des clients ont mené l'affaire en justice et qu'il y a des frais d'avocat pour défendre l'entreprise, pour dédommager des personnes, tous ces éléments-là, la cyberassurance peut les couvrir. Alors, pour ajouter, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que, comme on l'a vu, hein, il y a une disparité. Il y a aussi une complexité hein, dans la souscription de l'assurance cyber. C'est un sujet qui est en Afrique qui est vraiment assez, je vais dire, nouveau, mais qui demande de la matière. Ça veut dire que autant on trouvera des polices d'assurance qui vont couvrir les frais des investigations, autant il y a des remboursements. Donc, c'est vraiment un sujet qui est sur la réflexion aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas dans tous les pays aussi. Et ce n'est pas tous les assureurs aussi qui souhaitent assurer aussi certaines entreprises en Afrique parce qu'elles n'ont pas des données et tout ça. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. Et comme pour toutes les assurances, hein, il faut bien lire les petits éléments en bas, l'astérisque, là, parce que souvent, c'est là qu'il y a, les manquements. Donc voilà, c'est une assurance classique qui protège, mais il faut bien lire le contrat et puis être au moins dans un minimum de conditions. Ok, merci, messieurs. Une question assez intéressante. Que faut-il prioriser entre cybersécurité et cyber-résilience? Oh, prioriser, on va dire que c'est… Volontairement provocatrice peut-être un peu, mais… Oh, oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Autant une entreprise doit se protéger, elle doit mettre en place déjà toute la partie organisationnelle, les documents, la comitologie, la politique pour donner la stratégie, la ligne de conduite à adopter. Autant elle doit avoir des équipements performants qui protègent son système, mais dans la même mesure aussi, elle doit se préparer à reconstruire son SI, elle doit se préparer à faire face à une attaque. Donc, c'est des éléments qui sont menés conjointement. On ne peut pas volontairement dire, OK, je fais que de la cyber-résilience, je ne fais plus de cybersécurité. Non, c'est un ensemble. Mais on va dire que la cyber-résilience doit être incluse dans la cybersécurité. Donc, désormais, quand on dit qu'on on a un SI qui est protégé globalement, on est à la fois protégé des menaces qui arrivent et on est à la fois capable de réagir lorsqu'on est attaqué. Donc, c'est deux éléments qu'il faut mener, on va dire, c'est deux faces d'une même pièce qu'il faut avoir dans toutes les entreprises. Après, voilà, on est conscient qu'il y a des questions de budget, voilà, il y a des questions de maturité cyber dans les entreprises. Donc, c'est la raison pour laquelle la cyber-résilience doit être pensée, doit être préparée en amont. C'est-à-dire, voilà, on fait les tests, on vérifie.
parce que c'est là qu'on a le temps pour bien travailler comme ça. Lorsqu'on va être attaqué, parce que c'est sûr, on sera attaqué, on pourra minimiser, on va dire, les dégâts sur notre infrastructure. Et si ces dégâts-là arrivent, on pourra repartir assez rapidement parce qu'on a fait des copies, on a fait des sauvegardes de nos données, parce qu'on a chiffré nos données lorsqu'on les a sauvegardées, parce que, voilà, parce qu'on s'est préparé à communiquer en temps de crise, parce qu'on sait comment réagir, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. On ne peut pas choisir entre les deux éléments, mais c'est des choses à faire conjointement. Ok, donc on comprend bien qu'ils sont forcément complémentaires. Et continue dans cette même veine-là, au fait, vous parlez tout à l'heure, justement, dans cette préparation de cyber-résilience, de la partie organisationnelle, où il fallait un peu, je dirais, au fait, faire adhérer le board, faire adhérer les parties prenantes à ces problématiques de cybersécurité, cyber-résilience. Donc finalement, pour un RSSI, comment convaincre, comment amener finalement ces dirigeants qui ne sont pas forcément, je dirais, acculturés, pas toujours, bien comprennent pas forcément tous les enjeux de ces problématiques-là, à à vous accompagner, à vous soutenir, parce que généralement, quand les décisions viennent d'en haut, c'est beaucoup plus facile de les appliquer en bas. Donc, comment justement un RSSI ou un expert de la sécurité peut emmener justement son board à adhérer un peu plus à ces questions de cyber-résilience et de cybersécurité? Alors, je vous répondrai facilement en disant, en ayant le langage qu'ils comprennent mieux en parlant des chiffres, en parlant des dollars ou en parlant des zéros. Donc, globalement, c'est d'avoir un langage qui montre que la cybersécurité accompagne la création de valeur. C'est de dire, aujourd'hui, il faut être capable, en tant que RSSI, de montrer l'impact d'une protection ou d'une non-protection dans le business. Simplement, vous êtes dans une entreprise, dans un secteur, que ce soit au niveau des télécoms, par exemple, vous avez un certain nombre de clients. Donc, aller vers le board, c'est de dire, aujourd'hui, on a 2000, 3000 clients. La fuite de données d'un client va coûter, par exemple, $2. Donc, si on a la fuite de données de 2000 clients, voilà ce que ça va coûter et voilà ce qu'on risque de perdre. Sur la réputation, voilà ce qu'on risque de perdre. Donc, globalement, c'est de mettre en avant et le business et la cyber sur les impacts pour leur permettre de comprendre. Donc, en termes d'investissement, c'est de leur dire aujourd'hui, si on a une cyberattaque, le système pourra s'arrêter, par exemple, sur 2 jours et 2 jours d'arrêt du système, voilà ce qu'on risque de perdre. En termes d'investissement, voilà ce qu'on demande. Donc, en investissant ce montant-là, on pourra garantir, par exemple, que même si on est attaqué, l'impact sera réduit. Donc, c'est beaucoup plus d'aller sur ces sujets-là. On ne va pas parler technique, on va parler chiffres, on va parler impact, on va parler finance, on va parler importance par rapport au respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires. On dit qu'on fournit à nos clients des services, on va dire, irréprochables. On dit à nos clients qu'on garantit leurs données à caractère personnel. On dit à nos clients qu'on met en place tout ce qu'il faut pour avoir des systèmes robustes. Donc, c'est montrer au board qu'on est à mesure de respecter nos engagements en mettant en place, on va dire, une infrastructure, en mettant en place une culture cyber, en mettant en place, on va dire, une organisation sécurité qui permette de mieux appréhender, on va dire, toutes les menaces qu'on aura. Donc, je laisse Mike pour et aussi, merci. Et aussi, malheureusement, c'est lorsque des concurrents sont attaqués ou d'autres entreprises sont attaquées, qu'on voit ces informations aux journaux, dans la presse et tout. C'est ce qui fait réfléchir souvent, malheureusement, certains boards. Donc, voilà, il y a toute la partie mise en évidence de la partie business impact analysis, voir l'impact business de la perte d'une ressource essentielle, critique de l'entreprise, pour dire concrètement, voilà ce que ça nous coûte. Parce que le comité de direction, le board, c'est vraiment qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je risque. Parce que tu me dis que le serveur est tombé, bon, ou le pare-feu ne fonctionne pas, ben ouais, mais moi, le pare-feu, le serveur, je m'en fous. Mais concrètement, qu'est-ce que je perds? Combien de clients je perds? Ça représente quel chiffre d'affaires pour moi? Une interruption du site Amazon pendant une journée, concrètement, c'est combien de millions de dollars qu'on perd. Une fuite de données de tous les clients d'un site, par exemple, SFR s'est fait attaquer, il y a une exfiltration des données. Voilà. Concrètement, la perte de confiance, la perte de la réputation, la baisse de cette réputation-là, ça va entraîner une baisse de 20%, de 30% des souscriptions
Voilà ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires mensuel. Donc, concrètement, quand on a ces éléments-là qu'on présente au board, généralement, on a le financement cyber. Merci beaucoup, Michael. Donc, une question peut-être plus pour Armand, qui a vraiment beaucoup plus officiel au niveau de l'Afrique, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être quelques chiffres en matière de coûts financiers humains pour la cybersécurité, la cyber-résilience dans les DSI où tu as exercé? En guillemets, peut-être en pourcentage, on dira, mais jusqu'à quel point, justement, la direction était prête à investir après des arguments aussi solides sur ce qu'il a à perdre si telle ou telle attaque arrivait à se produire. Alors, on va dire en termes d'investissement, c'est lié en fait à l'entreprise, hein. Je vais dire qu'en fonction de la taille de l'entreprise, mais globalement, pour une entreprise top, on va dire pour des moyennes entreprises, globalement, il y a un ratio qui est vu. Alors, donc le ratio, il est autour de 10%, on va dire, du budget on va dire de la DSI, OK, du budget informatique. Et ça va dans les... Alors, ça va tourner autour de 1 million, 2 millions de dollars. Donc, en CFA, je vais dire, ça va tourner autour d'1 milliard, 2 milliards, OK. Voilà, donc en termes de budget. Et globalement, il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects qui viennent sur un schéma directeur qui vont aller sur 2 ans, sur 3 ans. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est dans ces eaux-là, en fait. Après, ces montants-là peuvent être importants, on va dire, pour certaines entreprises et peuvent être raisonnables pour d'autres, selon la taille de l'entreprise, selon, on va dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, je vais plutôt parler de ratio, okay, plutôt que de montant, parce que ce montant qui peut être, on va dire, justifié ou valide pour une entreprise peut ne pas être le même. Mais pour le ratio, il faut aller autour de 10%, on va dire, du budget, on va dire, de la direction informatique. Voilà, ça doit tourner autour de ça. Voilà. D'accord, merci. Du coup, moi, j'ai une question pour compléter un peu celle qui a été posée. Est-ce que, de toi, ton expérience, tu trouves que c'est suffisant, ce budget alloué, ce ratio de 10%? Le ratio de 10%, je pourrais dire oui, ça peut être suffisant déjà dans un premier temps. Après, tout dépend de la maturité. Parce que une chose, c'est d'avoir un budget, une autre, c'est d'être capable de donner la justification de l'usage de ce budget-là. Ça veut dire que si vous avez une équipe sécurité qui est composée de 3 personnes, OK, donc ce que 3 personnes peuvent faire en termes de réflexion, d'intelligence, d'implémentation, ce n'est pas la même chose que 10 ou 20 personnes peuvent faire. Et j'ai eu à évoluer dans des entreprises où le département sécurité, c'était 20 personnes. On pourra trouver des entreprises où le département sécurité, c'est une seule ou deux personnes. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais sinon, le budget, on va dire, il peut être à mesure de faire le minimum. Voilà, à partir d'un certain montant. Si on a un budget, on va dire, qui tourne autour des 10%, ça peut être intéressant. Après, tout dépend maintenant de qu'est-ce qu'on met en termes d'investissement, même sur l'informatique. Si le budget même de l'informatique, c'est 1 million de dollars, là c'est compliqué. Mais il y a des entreprises que je connais où le budget de l'informatique, c'est au moins 10 millions. Donc, 10 millions de dollars. Donc, voilà. Donc, après c'est ce qu'il faut voir. D'accord. Et pour clore un peu sur ce sujet-là, on dit souvent en sécurité, en cybersécurité, il faut choisir ses combats. Donc, tu as un budget alloué. Et tu as Oui. parlé tout à l'heure au fait du triptyque organisationnel, outillage, et ensuite formation, sensibilisation du personnel qui est souvent le maillon le plus faible. Oui. Donc, en gros, comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bah, tu vas peut-être aller plus, investir plus sur un domaine? Comment tu orientes justement ce dispatch de budget par rapport justement à ce triptyque-là qu'il faut adresser pour pouvoir avoir quelque chose de solide? Oui, c'est clair qu'il faut aller en priorisation, il faut prioriser, mais j'irai dans un premier temps sur l'aspect gouvernance et sensibilisation. Sur les outils, je pourrais déjà m'appuyer sur l'existant on va dire, de la direction informatique. Outils, on va parler des firewalls, des choses de ce genre-là. Mais la gouvernance, elle est importante parce qu'elle est fondamentale. Malheureusement, par expérience, je pense que peut-être les professionnels qui sont connectés pourront peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis. Malheureusement, on va dire, lorsque les gens font la sécurité dans les entreprises, ils commencent par la sécurité opérationnelle. Donc, ils vont payer un outil, ils vont l'installer et tout ça, alors que ça doit être vu différemment. Logiquement, l'outil est là pour couvrir un risque. Mais ce risque-là, il devrait être préalablement identifié dans la gouvernance à travers une cartographie des risques. Et ces risques-là, ils doivent être suivis. OK?
on parle de cybersécurité, mais en réalité, c'est le risque cyber qu'il faut voir. Et dans l'évolution du risque cyber, dans l'évolution de la menace, on adresse en fait cette correction-là. Mais cette correction-là, c'est sur la gouvernance. Quelles sont les politiques qu'on a, quelles sont les procédures qu'on a, quelle est la sensibilisation qu'on met en place et quels sont les outils qu'on met en place et quels sont les contrôles qu'on fait. Donc, s'il faut aller dans les priorités, dans un premier temps, c'est établir la gouvernance, sensibiliser les personnes, progressivement mettre en place les outils, parce qu'après, les outils aussi, ils peuvent être facilement caducs. Mais une bonne gouvernance, une bonne cartographie des risques, on a les priorisations dans les risques majeurs et on met en place les mécanismes qu'il faut pour réduire ces risques-là. Je laisse Michael ajouter. Juste un petit mot, hein. En fait, autant le volet organisationnel est très important, mais toute la partie sensibilisation, formation aussi est très importante. Parce que, en fin de compte, ce sont les personnes qui vont utiliser, qui vont appliquer ces procédures-là et qui vont configurer tous les équipements qu'on va déployer. Donc, il faut déjà dans le recrutement recruter des personnes qualifiées. Et Dieu seul sait qu'en cyber, il n'y a pas beaucoup de... malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas formés. Et derrière, fait de la sensibilisation. Sensibiliser toute l'entreprise, tout le personnel aux bonnes pratiques de cyber. Ne pas communiquer, ne pas coller son mot de passe sur un post-it, ne pas cliquer sur un lien. Donc, toute cette partie-là, le volet humain, sensibilisation, formation des personnes, avoir des compétences, c'est très important parce qu'en fin de compte, ce sont les personnes qui vont appliquer les procédures. Ben, il faut pour cela qu'elles les connaissent. Donc, divulguer ces procédures-là, les rendre accessibles à toute l'entreprise. Et puis aussi, voilà, ces personnes qui vont configurer les équipements qu'on aura déployés pour couvrir, on va dire, un risque bien précis. Merci beaucoup, Michael. Effectivement, comme on dit souvent, l'humain, c'est souvent le maillon le plus faible. Tu peux tout mettre en place, mais si il clique à tout mail qui arrive, finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Mais c'est intéressant que tu parles de la sensibilisation. Et donc, ça me permet d'embrayer sur la question de l'un de nos participants qui parlait de l'ANAC au président et qui demandait finalement, face à ce type de problématique-là, comment faire une bonne sensibilisation? Je ne dirais pas pour enrayer totalement, mais au moins pour réduire l'occurrence de ce type d'attaque. Alors, l'ANAC au président commence par de l'ingénierie sociale. D'accord? Donc, pardon, Michael, avant que tu n'ailles sur les définitions, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi l'ANAC au président déjà? Ok, alors je vais expliquer rapidement l'ANAC au président, c'est quoi? L'ANAC au président, en fait, c'est un peu c'est un peu une usurpation d'identité. Par exemple, l'attaquant va se faire passer pour le dirigeant d'une entreprise. Il y a plusieurs types, hein. Je vais prendre le volet ingénierie sociale, après je vais développer le côté technique. Concrètement, c'est quoi? Moussa Bamba, tu es directeur administratif et financier de l'entreprise. C'est toi qui fais les virements et quelqu'un va usurper l'adresse mail de ton responsable. D'accord? Il sait déjà qui est ton responsable. Il s'est un peu renseigné et il va usurper l'identité. Il va t'envoyer un mail. Il va te dire que voilà, il y a un projet confidentiel. C'est toujours confidentiel, ça commence comme ça. Il y a un projet de fusion-acquisition ou un projet confidentiel pour lequel voilà, tu ne dois parler à personne et pour lequel il faut faire un virement en urgence. Comment il fait pour te convaincre? Il va utiliser la boîte mail, le mail de ton dirigeant, hein, comme si c'était lui exactement. Il peut même passer par, il peut t'envoyer un fichier, une preuve, en fait, je ne sais pas, une preuve, un rapport d'un COMEX, ou en tout cas une preuve pour te mettre en confiance, d'accord? Et toi, derrière, vu que l'instruction vient de ton chef hiérarchique, généralement, on veut toujours plaire à son chef, toi, tu vas exécuter, en fait, ce qu'il t'a demandé de faire. Ça, c'est le côté purement ingénieur social. Maintenant, le deuxième volet, c'est quand l'attaquant il va rentrer, on va dire, dans le système, soit en usurpant les credentials, l'identifiant, le login et le mot de passe d'un collaborateur, soit un collaborateur qui est parti, dont les accès n'ont pas été supprimés. Il va rentrer dans le système, il va observer les différentes opérations qui se passent, les virements qui sont faits vers les différents fournisseurs, d'accord? Et il va modifier le RIB, en fait, ou les RIB de plusieurs fournisseurs, ok, au moment des virements. Et
les virements seront faits vers des comptes, on va dire, offshore et tout. D'accord? Donc, l'élément pour éviter l'arnaque au président, on l'appelle aussi l'arnaque au conseiller. Hein, souvent, c'est le même principe que l'arnaque au faux conseiller bancaire, où on t'appelle avec le numéro de ta banque, c'est le même principe. Donc, ça, c'est purement la sensibilisation des personnes. Concrètement, c'est quoi? Ben, on ne clique pas sur un lien. Lorsqu'on reçoit un mail, il faut éviter de cliquer sur les liens comme ça. Tout ce qui est beau, généralement, ce n'est pas vrai. On ne gagne pas au jeu de la société, l'iPhone et tout comme ça. Un jeu auquel on n'a pas joué, il y a peu de chances qu'on gagne. Et puis aussi, il faut éviter, on va dire, de mettre beaucoup d'informations sur nos réseaux. D'accord? Non, je suis en vacances, je suis à Bali pour 2 jours, je suis en séminaire et tous ces éléments-là seront exploités comme preuve, en fait. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut faire à ce niveau. Il faut éviter, comment dire, de tout divulguer, comme je disais, sur les réseaux. Et puis, il faut vérifier, d'accord? Si le responsable te contacte ou bien quelqu'un vous contacte pour vous demander de faire une action, utilisez le moyen que vous utilisez habituellement, vous, pour le contacter. Donc, par exemple, c'est à vous de le rappeler ou bien c'est à vous d'aller dans son bureau. Votre chef vous demande, ça tombe bien, je suis sur site, est-ce que je peux venir dans votre bureau, par exemple? Donc, il faut vraiment renverser les choses. C'est vous qui devez prendre l'initiative. Si votre conseiller vous appelle, vous dites, OK, j'ai compris, est-ce que je peux vous rappeler dans 10 minutes? Et c'est vous maintenant qui rappelez votre conseiller. Vous allez à votre agence. Donc, voilà. Malheureusement, il y a eu plusieurs attaques de ce type-là avec plusieurs millions de dollars qui ont été dérobés, mais c'est vraiment, on utilise l'ingénierie sociale et puis on utilise la faiblesse des gens, malheureusement, pour exploiter. Donc, c'est purement de la sensibilisation. Sensibilisation, ne pas exposer ses crédentials sur son laptop, ne pas cliquer sur les liens, ne pas croire à tout ce qui est beau, et puis utiliser le moyen par lequel on communique les personnes, le moyen habituel pour échanger. D'accord? Si le directeur général ne t'a jamais contacté, il y a peu de chances qu'il te contacte pour un projet secret. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre l'avant pour chercher à aller le rencontrer, aller passer dans son bureau ou bien passer par ton supérieur direct pour dire, OK, le directeur général m'a demandé de le contacter ou bien m'a contacté pour tel projet. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment que de la sensibilisation, malheureusement, qui peut fonctionner dans ce cas d'arnaque. Ok, merci beaucoup, Michael. Bon, on va aller sur la dernière question avant de passer à la suite de notre talk. C'est une question un peu ouverte, je pense pas forcément propre à l'Afrique, elle est de genre oui. Avec l'arrivée de l'ordinateur quantique, est-ce que vous avez des échos quant à la révision des réglementations en vigueur, notamment avec le PQC pour, je pense, protocole post-quantique ou voilà, plutôt voilà, les techniques cryptographiques post-quantiques. Est-ce que finalement, avec l'arrivée justement des ordinateurs quantiques, il y a quelque chose qui va changer dans les réglementations? Puisqu'on sait qu'avec justement ce type d'ordinateur-là, les algos de chiffrement aujourd'hui sont facilement cassables, en fait. Donc, est-ce que justement, à ce sujet-là, vous avez des échos sur Alors, l'habilitation qui sera nécessaire? OK. Je n'ai pas d'écho concret sur ce sujet-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie évolue à la fois pour les entreprises qui veulent se protéger, mais beaucoup aussi pour les attaquants. Donc, de la même manière que toute cette avancée technologique-là est utilisée, on va dire, pour améliorer les systèmes de détection, les signatures antivirales, de cette même manière-là, cette puissance de calcul-là est aussi utilisée par les attaquants pour jouer les mots de passe, pour tenter d'accéder au système d'information. Donc, globalement, les clés de chiffrement qui seront utilisées pour garantir l'intégrité des messages, il faudra prendre des clés de chiffrement de plus en plus longues. Plus concrètement, pour l'authentification, bien vrai qu'on utilise maintenant le MFA, Multifactor Authentication, mais aussi les mots de passe, il faudra utiliser maintenant des mots de passe beaucoup plus longs avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres et tout ça pour permettre, on va dire, de rendre la tâche de la manière la plus compliquée possible pour les personnes qui essaient de nous attaquer. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie évolue pour les deux parties, autant pour les entreprises
que pour les attaquants. Donc, il faut, dans son comportement, dans l'utilisation de ses mots de passe, dans l'utilisation des technologies, utiliser aussi cette technologie-là à bon escient. OK. Ok, merci beaucoup, Michael. Donc, du coup, merci beaucoup pour cet échange, pour vos réponses que j'espère ont su convaincre et en tout cas satisfaire les auteurs des questions. On va maintenant entrer dans une autre phase qui est un peu une parole libre. Donc, et je m'adresse vraiment au fait aux différents participants. Vous pouvez donc peut-être même vous démuter. Là, c'est plus des observations ou bien un partage d'expérience pour des gens peut-être qui sont aussi dans le domaine de la cybersécurité qui travaillent soit ici, bien soit en Afrique, ou bien qui sont même simplement collaborateurs et qui ont assisté quelque part à une attaque cyber et qui aimeraient donc partager avec l'audience ici un peu comment cela s'est passé, voilà, qu'est-ce qu'ils ont peut-être même ressenti, ou bien comment leur entreprise a géré voilà, ce genre de situation. Donc, la parole est ouverte, donc ne soyez pas timide. On est là pour partager, pour s'enseigner mutuellement. Donc, on vous écoute si vous avez des choses à nous partager. Si vous êtes, voilà, vous pouvez juste soulever la main, voilà. Ok, nous avons Emmanuel Kounan. Donc, on va commencer par lui. Merci Emmanuel, ça va peut-être permettre aux autres aussi de se préparer derrière. Donc, tu as la parole, Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Emmanuel Conan. Je suis ingénieur en cybersécurité et je travaille pour une entreprise qui est basée à Rennes qui s'appelle Ornisec. Et bon, j'interviens en tant que consultant chez Enedis. Donc, Enedis, c'est le distributeur d'électricité basse tension en France. Voilà. Mon partage, ça concerne récemment, il y a SFR qui a vu ses systèmes, on va dire quoi, mis à mal pour une cause qui nous est inconnue. Et en fait, on avait au sein d'Enedis des plans de reprise d'activité, donc dédiés à la cybersécurité, mais qui ont permis de remettre sur pied certains services, même si ce n'était pas une attaque cybersécurité pour nous, c'est juste qu'on a subi une conséquence du fait que SFR ne fonctionnait plus, mais les PRA qu'on a mis en place, donc les plans de reprise d'activité, ont permis de remettre sur pied certains services. Et donc, les différentes équipes ont pu continuer leurs activités comme si de rien n'était au bout de 2-3 heures. Voilà. Donc, c'était juste ce petit passage pour insister sur l'importance de mettre en place des systèmes de cyber-résilience. Même si là, ce n'était pas dans le cadre d'une cyberattaque, mais on voit que ça sert quand même. Voilà, donc c'est le petit partage que moi je voulais faire avec vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Et je pense que ce que tu dis est très intéressant, en fait, parce que on peut souvent oublier les dommages collatéraux. Et ce que tu dis est vraiment pertinent dans le sens où aujourd'hui, et c'est encore plus vrai qu'avant, tout est lié. On parle souvent de supply chain attack, on parle souvent justement des attaques où finalement les fournisseurs, où finalement en fait tous nos partenaires avec qui nous travaillons de près ou de loin, toute attaque que ceux-ci peuvent subir, on peut avoir à vivre ces conséquences-là. Donc finalement avec cette interconnexion des systèmes que nous avons, c'est encore plus pertinent de se préparer, pas forcément quelque chose qui pourrait directement nous atteindre, mais souvent les attaquants vont même passer par le partenaire le plus faible, passer par le fournisseur le plus faible pour pouvoir nous-mêmes nous attaquer. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait aussi nous partager aussi l'expérience qu'il a pu vivre dans son entreprise? Ou bien je vais désigner. Tu vas faire fuir les gens. Juste le temps que quelqu'un Oui, oui, bien sûr, prenne c'est la bien. parole. Souvent aussi, il y a des effets de bord, comme tu disais, hein. Un fournisseur peut être attaqué et malheureusement, il y aura une répercussion sur pas mal d'autres entreprises. C'est la raison pour laquelle, même dans la partie gestion des risques, il y a ce qu'on appelle Third Party Risk Management, la gestion de des risques des fournisseurs. Donc, concrètement, dans les contrats qu'on signe avec le fournisseur, on va mettre des exigences cyber, on va s'assurer qu'on va établir un plan d'assurance sécurité avec ces différents fournisseurs-là pour définir exactement comment ils mettent en place les exigences auxquelles qu'ils ont signées dans les contrats. Et derrière, il y a des comités de sécurité qui sont faits régulièrement avec les fournisseurs. Voilà. On peut les auditer pour être sûr que voilà, parce que les fournisseurs, c'est des gens à qui on donne accès à notre SI, c'est des gens à qui on confie nos données, pour être sûr que le niveau de sécurité, le niveau de maturité qu'on a sur nos systèmes d'information est bien déporté chez ces fournisseurs-là pour ne pas qu'ils soient en fait une porte dérobée. Ok, merci beaucoup.
Michael. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager une expérience? Il y a peut-être Longo qui a démuté son micro ou bien c'est juste une erreur. Longo, tu veux nous dire quelque chose? Oh, je pense que c'est peut-être une erreur. Il y a Emmanuel qui a encore levé la main. Donc, du coup, Emmanuel, bah, on te redonne la parole. Oui, désolé. Euh, Juste pour ajouter sur mon partage, je voulais insister sur le fait de répéter aussi les exercices de cyber-résilience. Parce que parfois, on se fixe des challenges euh, de plans de remise d'activité ou de plans de continuité d'activité en un délai très court. On va dire quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend vraiment de là où on veut fixer la barre pour s'entraîner à répéter. Parce qu'on peut avoir des process qui sont mis en place, mais si on ne les répète jamais, lorsqu'il y aura un problème, on ne pourra pas savoir les utiliser. Voilà, c'est un peu pour reproduire on va dire quoi, la préparation aux examens. On fait des examens blancs et ensuite l'examen final. Si on n'a jamais fait l'examen blanc et qu'on va à l'examen final, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à mobiliser toutes les connaissances qu'on a passé le temps à apprendre sans forcément exercer. Donc c'est ce que je voulais rajouter sur mon partage. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, donc, on retient la répétition et encore la répétition. Et ne jamais tourner en rond. Généralement, les plans, bon, ils doivent être testés au moins une fois dans l'année. Donc, idéalement 2 fois, mais au moins une fois chaque année. Comme ça, voilà, que ce soit la partie PRA, PCA, test de restauration, les backups, vérifier. Si on a 2 accès Internet fermés, l'accès principal, voir que ça bascule bien sur l'accès secondaire. Si on a des copies sur des serveurs différents, évidemment, qui sont localisés, on va dire à une certaine distance bien définie, lorsque on ferme volontairement le serveur A, on est capable de récupérer les données sur le serveur B. Voilà. C'est des tests qu'on fait généralement. Alors, moi, dans la structure dans laquelle j'avais travaillé, souvent, lorsqu'il y avait des ponts, les ponts de l'Ascension, des ponts comme ça, où il n'y avait pas beaucoup de personnes sur site, où le site était fermé, c'était pendant ces occasions-là que les tests étaient faits pour s'assurer que, voilà, au niveau système d'information, tout basculait bien. Et puis, derrière, c'est de noter toutes les difficultés qu'on a eues pendant la réalisation des tests pour pouvoir améliorer en fait tout ce plan-là, que ce soit le temps de réaction, euh, on va dire le fait de pouvoir contacter des personnes ou pas. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont mis à jour pour dire, OK, le test a été fait, voilà les points positifs et puis voilà les points d'amélioration pour qu'au prochain test, on corrige ces éléments-là pour pouvoir être, je ne dirais pas être prêt quand l'attaque viendra, mais au moins voilà, corriger et puis pouvoir répondre rapidement. OK, merci beaucoup. Bon, on arrive donc à la fin de notre présentation. Il y aurait tant à dire, mais les délais nous imposent de pouvoir s'arrêter là, pour pouvoir mieux revenir pour une autre session. Donc, du coup, j'aimerais donc vous laisser le mot de fin, messieurs, par rapport à tout ce qui a été discuté par rapport à votre présentation. Si vous voudrez que l'auditoire ici retienne quelque chose, chacun de votre côté, par rapport justement cybersécurité, cyber-résilience, ce serait quoi? Alors, merci déjà à toutes les personnes qui ont pris leur temps pour participer à cet échange-là. Alors, globalement, c'est de savoir que toutes les entreprises, tout le monde doit se protéger d'une manière générale. Tout le monde doit se protéger et au-delà même des protections qui sont mises en place, tout le monde doit imaginer le cas où une cyberattaque survient. Donc, se préparer, se protéger, mais se préparer au pire pour pouvoir être capable de répondre rapidement. Comment ça se fait? En préparant en amont avec une cellule de gestion des crises, contracter une cyberassurance, bien lire les clauses et aussi, point très important, la formation. Former, sensibiliser sur les dangers du numérique. On est dans un monde où le digital évolue à une vitesse va de manière à une vitesse, on va dire, exponentielle. Hein. Donc, il faut que cette digitalisation-là soit accompagnée d'une sensibilisation et d'une formation aux bases de la cybersécurité. Voilà. En Afrique, l'Afrique essaie de suivre ce train-là et par la formation et la sensibilisation, on pourrait être à jour dans ce tournant au niveau de la technologie. Alors, merci, Michael. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut parler cybersécurité parce qu'il faut protéger les actifs informationnels, il faut protéger les données. Mais comme, on va dire, tout système on va dire, peut avoir des faiblesses et tout,
il faut avoir cette capacité-là, lorsqu'on est attaqué, de pouvoir résister, de pouvoir avoir cette résilience-là qui va être en fait un élément de différenciation entre une entreprise et une autre. Donc, cybersécurité, cyber-résilience, ce sont deux éléments très importants à prendre en compte. Aussi, il faut être, on va dire, toujours à jour, adapter, on va dire, ces stratégies cybersécurité à l'évolution technologique, que ce soit au niveau de l'IA, que ce soit au niveau de toute technologie, et permettre aussi à rendre la sécurité assez simple et compréhensible pour tout le monde, pas seulement pour les techniciens. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est mis à contribution pour protéger, on va dire, l'infrastructure, pour protéger les données. Donc, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit du top management jusqu'aux agents. C'est important que tout le monde s'y mette dans ce combat-là qui est de la protection des données de l'infrastructure informatique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Amor, et merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses et pour vos mots de fait. Avant de donner la parole à Moussa, moi, je dirais tout simplement, pour reprendre ce que tu as dit au début, Amor, aussi, on se prépare à la guerre en temps de paix. Donc, je dirais, partir avec cette phrase, et j'espère que chacun va méditer là-dessus, comme il entend. Vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'être un jardinier en temps de guerre. Voilà pour moi. Donc, Moussa, je te laisse la parole pour la suite. Merci à tous. Merci, chers experts, pour cet entretien, pour cet échange édifiant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Et après avoir écouté tout ce que vous avez dit, je retiens deux choses principales, hein, la formation, la sensibilisation. Et nous, en tant qu'entité, on espère qu'à travers ce type de tribunes, on participe à cette sensibilisation et on espère que l'objectif a été atteint auprès des personnes qui ont assisté jusqu'à la fin à ce programme. Donc, j'aimerais aussi profiter pour remercier une entité qui participe aussi à ce combat on va dire, de sensibilisation, en l'occurrence la page Cyber Alert Côte d'Ivoire. Donc, pour les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez passer sur ces sites-là qui partagent régulièrement des annonces comme ça en lien avec on va dire, les failles de sécurité. Donc, aussi, j'aimerais vous dire que je vous pousserai à la fin aussi un formulaire d'évaluation et vous aurez aussi, comment dirais-je, l'enregistrement de cet événement. Donc, merci à tous, merci mes chers Monsieur Amor Bogo et Michael Bogo et aussi Edith pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous au prochain Tech Talk. Bonne soirée à tous et bonne fête de la musique. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.